Bonjour, bienvenue sur un nouvel épisode des émissions de Transition et Énergie. Et aujourd'hui, nous allons parler à nouveau d'un sujet essentiel à la transition énergétique qui est souvent négligé, voire même souvent caché, qui est celui du financement et d'un financement considérable et sur de très nombreuses années nécessaire justement à la transition énergétique. Et pour en parler, je reçois un spécialiste de ces questions, des questions financières, des questions économiques, qui est le journaliste Gilles Pouzin, et qui, entre autres avantages, a aussi celui d'être un contributeur fréquent au magazine de Transition et Énergie, et également d'être le fondateur et le gestionnaire d'un site important qui s'appelle deontophy.com, et qui, comme son nom l'indique, s'attaque à la déontologie financière, ce qui n'est pas, avec succès, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc bienvenue Gilles, et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On mesure pas, ou en tout cas ce sont des chiffres et des données qui circulent assez peu, qui sont ce que représente en termes d'investissement et d'engagement financier à l'échelle des pays et même à l'échelle de la planète, les engagements pris de transition énergétique pour arriver normalement en 2050 à net zéro, c'est-à-dire à une consommation nette, à des émissions nettes de gaz à effet de serre, notamment de CO2, ramenées à zéro comme le nom du scénario l'indique. Il y a un certain nombre de calculs qui montrent que ça représente, selon les estimations, 2, 3, 4% du PIB des pays et de la planète par an. Est-ce que c'est réaliste? Ça veut dire des centaines et des centaines de milliards par an, de dollars ou d'euros. Est-ce que ça est réaliste? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on en prend le chemin? Comment voyez-vous ça? Oui, bonjour Eric et merci pour cet accueil chaleureux de Transition Énergie Magazine. Alors cette question effectivement du financement de la transition, elle est assez complexe parce que il y a énormément d'enjeux. Il y a d'une part effectivement où on veut aller, combien ça coûte. Et ensuite, il y a le chemin pour y aller, est-ce qu'il est réaliste, son financement et les impacts de son financement. Donc, la première chose, en gros, c'est de se dire, la transition énergétique, c'est quand même un gros enjeu de remplacement d'équipements existants par des équipements nouveaux. Et avec une idée, une promesse, on va dire, qui est de dire, comme on le connaît chacun de nous au niveau individuel, hein, vous voulez faire des économies sur votre facture de chauffage, vous allez installer des panneaux solaires pour dépenser moins en électricité, ou une pompe à chaleur, ou de la géothermie, ou vous voulez dépenser moins de carburant, vous allez acheter une voiture électrique. Il faut commencer par dépenser, la promesse c'est toujours ça, il faut commencer par dépenser plus maintenant en équipement, en investissement, pour dépenser moins plus tard. Alors, si je peux me permettre, par investir en espérant que cet investissement soit rentable. Absolument. Absolument. Rentable, au moins, d'abord, il y a deux aspects de rentabilité. Il y a d'une part la rentabilité, entre guillemets, écologique, celle qui est espérée et qui est visée par l'objectif de décarbonation. Alors ça, bon, ça a toujours été sujet à débat et ça l'est de plus en plus avec la progression du climato-scepticisme, qui était une invention américaine trumpiste des années 2010, mais qui est en train quand même depuis quelque temps de traverser l'Atlantique et de venir en Europe. Comme on le voit en plus détourné de façon politique, ou en tout cas instrumentalisé de façon politique, puisqu'on voit bien, pas forcément les réticences, mais les réactions des citoyens aux efforts qu'on leur demande, et qui sont des réactions légitime de se sentir victime d'une forme d'injustice en disant on nous demande des efforts, c'est toujours à nous qu'on demande des efforts, on est victime et on n'a pas les bénéfices. Donc il y a d'une part l'enjeu de savoir ce que ça rapporte sur le plan humain. Bon, ça, on peut rappeler que l'OMS estime qu'environ un quart de la mortalité mondiale est liée à la dégradation de l'environnement. On peut en discuter. C'est ce que l'Organisation mondiale de la santé estime. Alors, donc, il y a la rentabilité
écologique, humaine, sociale, qui peut se discuter. Et puis, il y a l'aspect financier pur et simple. Et l'aspect financier pur et simple, déjà, est quand même assez compliqué, puisque, effectivement, si vous commencez par acheter des panneaux solaires, acheter des voitures électriques, tout changer, eh bien, vous commencez par dépenser, en gros, beaucoup plus que ce que ça vous fait économiser tout de suite. Ça vous fera gagner de l'argent plus tard. En gros, c'est un arbitrage entre des équipements qui coûtent peu cher et à l'installation, à l'investissement d'origine, et qui coûtent cher, entre guillemets, à l'utilisation, notamment dans ce qui est production d'énergie. On peut prendre un exemple très simple, hein. Une cheminée, ça coûte quasiment rien à construire. Ce qui coûte cher, c'est de faire pousser du bois ou du charbon pour la mettre dedans. Et en général, les cheminées sont déjà construites, celles qu'on utilise la plupart du temps. Voilà, mais bon, pour prendre un exemple vraiment très simple, un poêle à brûler quelques combustibles coûte beaucoup moins cher qu'une installation d'énergie renouvelable. En revanche, l'installation d'énergie renouvelable, la promesse, c'est qu'ensuite l'énergie est gratuite, mais plus ou moins, sous réserve de l'entretien, mais du transport, de tout ce qu'on veut. Mais en gros, l'arbitrage, il est là. C'est un équipement pas cher avec un usage cher, ou un équipement cher pour un usage pas cher dans longtemps. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu. Ça veut dire qu'il faut déjà dégager les moyens financiers pour procéder aux investissements. Voilà. Et on peut ajouter une chose. Les équipements énergétiques, notamment s'ils sont là pour durer longtemps, sont des équipements coûteux, sont des équipements lourds. On ne construit pas des réseaux électriques, on ne construit pas des centrales, on ne construit pas des parcs éoliens, des parcs solaires, on ne construit pas des réseaux de recharge de batteries, oui. On ne construit pas des équipements géothermiques lourds pour aller en grande profondeur, sans des investissements massifs, et on les construit pour des décennies. L'exemple, c'est des centrales thermiques ou des centrales nucléaires ou des barrages sont là pour entre 50 et 100 ans au minimum. Les réseaux électriques, c'est aussi, on est dans des décennies. Donc, c'est des investissements importants qui sont rentabilisés sur des périodes longues. Et donc, ça veut dire que l'investissement initial pour amorcer la transformation dont on parle, il est important, il est très important. Donc, on est dans des pourcentages de PIB. Ça veut dire que on ne peut pas y parvenir sans un appauvrissement. C'est-à-dire que l'argent qu'on va aller, ou est-ce qu'il y a d'autres méthodes? L'argent qu'on va aller chercher, il faut bien qu'on le prenne quelque part. Absolument. Et donc, si la France consacre 2-3% de son PIB à la transition énergétique, et le monde entier d'ailleurs, dans les 30 prochaines années, ben c'est 2-3% du PIB qui n'iront pas dans les hôpitaux, dans l'armée, dans la sécurité, et donc dans la poche des Français. Tout à fait. Alors ça c'est l'enjeu des grandes masses, il est très important. Un petit peu abstrait, quand on a ces débats souvent sur la transition énergétique, on est dans des choses beaucoup plus concrètes, terre à terre, des choix de court terme. Est-ce qu'il faut des voitures électriques? Est-ce qu'il faut changer les chaudières, etc. Mais quand on fait la somme de tout ça, et il y a des organismes qui le font, on arrive à des sommes colossales. Il y a eu une étude de Bloomberg New Energy Finance en 2022 qui disait qu'on avait atteint un record de 1100 milliards d'investissements annuels pour la première fois pour à l'échelle planétaire. Voilà, pour la transition énergétique, et qui était pour la première fois des investissements supérieurs à ceux dans les énergies fossiles, et une autre estimation qui explique que les financements de la transition ont déjà atteint 6700 milliards depuis 2004, donc en une petite vingtaine d'années, avec une courbe ascensionnelle, puisque le premier trillion, donc les premiers 1000 milliards ont été investis entre 2004 et 2011, sur 7 ans, moins de 2 ans pour le deuxième trillion, milliers de milliards, et moins d'1 an pour le troisième. Donc ça va très vite. C'est énorme, et une étude aussi citée par Bloomberg en s'appuyant sur l'Agence internationale de l'énergie dit qu'il faudrait tripler immédiatement ce montant d'investissement pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc ça veut dire que ce sont des sommes considérables mais insuffisantes pour tenir les scénarios tels qu'ils ont été établis. Absolument. Très insuffisantes même. Très insuffisantes. Alors, au niveau de la France, il y a eu toutes sortes d'estimations. Il y a eu plusieurs travaux. Il y a l'Institut Rousseau qui a fait un travail très intéressant qui montrait que la transition, en gros, il fallait des investissements publics et privés de 182 milliards d'euros en France par an,
dont, et alors ça, on rentre dans des calculs intéressants aussi, dans une comptabilité qui est un des enjeux de cette affaire, dont 57 milliards en plus des investissements déjà prévus. Pourquoi ? Parce qu'il y a une partie des investissements qu'on considère tout à fait logiquement comme des investissements qui sont une réorientation d'argent qui était déjà prévu d'investir. Par exemple, si on achète une voiture électrique plutôt qu'une voiture à combustible, l'investissement était prévu. En revanche, il y a des investissements qu'il faut faire en plus. Par exemple, si on prend la transition du bâtiment, cette estimation de l'Institut Rousseau dit qu'il faudrait 21 milliards d'euros par an de surinvestissement, en plus des 19 milliards et demi d'investissements qui sont déjà prévus dans la construction, dont il suffira d'augmenter l'efficacité énergétique. Alors, si on prend la somme totale, 57, on est plutôt à 5%, pas loin de 5% du PIB. Oui, alors il y a différentes estimations. On a effectivement ces investissements supplémentaires de 57 milliards, ils nous estiment ça à 2,3% du PIB. Rousseau, mais pour la France, les estimations varient entre 22 milliards par an pour l'I4C, l'Institute for Climate Economics, et 100 milliards par an selon l'estimation de l'ADEME pour le Commissariat général au développement durable. Donc en gros, France Stratégie avait mis ça à 2,5 points de PIB, et Patrick Artus, qui avait fait une étude donc globale. Économiste éminent. Absolument, notre grand économiste. On adore tous Patrick Artus parce qu'il nous a bercé pendant 30 ans avec cette capacité à se poser 10 questions chaque matin et à faire travailler des équipes et toutes les questions qu'on peut imaginer. Voilà, mais il a pris sa retraite récemment, donc en tant qu'économiste pour BPCE, Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Mais l'année dernière encore, donc il faisait cette étude où il chiffrait le niveau d'investissement mondial nécessaire pour la transition énergétique à 4,2% du PIB du monde d'ici 2050, chaque année. Tout le PIB jusqu'en 2050, 4,2%. C'est énorme, c'est un 25e, 4,2%. Donc, Alors, j'ai des questions relatives à ça. Donc, il y a ce chiffrage on va dire, de pourcentage du PIB qui est considérable. Ensuite, il faut ajouter, j'imagine à ça, je ne sais pas si le calcul est pris dedans, mais j'imagine non, enfin le calcul est inclus, la destruction du capital existant. Parce que ce qui se passe, c'est on remplace des actifs qui produisent matures, des infrastructures qui permettent de produire et d'utiliser et de consommer des énergies fossiles. On les remplace donc par des actifs qu'on finance avec ces investissements énormes et qui vont les remplacer. La destruction et ça veut dire ça veut dire qu'on détruit des actifs, la valeur, qui ont une certaine valeur ou qui ont une certaine utilité. Et donc, on détruit de la valeur tout en consacrant des sommes importantes aux investissements. Ce qui veut dire que la logique des choses, c'est que le prix de l'énergie dans ces conditions ne peut qu'augmenter. Absolument. Et augmenter de manière assez considérable. Donc, on a une addition de choses qui sont... Et qui renchérit en plus la transition énergétique. Donc, la transition, les investissements nécessaires sont 2, 3, 4% du PIB. Donc, on retire une partie non négligeable, et pendant 30 ans, non négligeable de la richesse produite dans les pays. Après, on détruit la valeur d'actifs existants et d'infrastructures existantes ou d'équipements existants. C'est-à-dire que si vous n'avez plus le droit de vous servir de votre voiture à un moteur thermique et vous l'achetez, elle ne vaut plus rien alors qu'elle valait peut-être quelque chose avant, si on veut rester terre à terre. Et pour finir, comme l'énergie coûte plus cher, en résultat de tout ce qu'on vient de dire, on continue à vous appauvrir un peu plus puisque on sait bien, et d'ailleurs les épisodes d'inflation récents et même des épisodes d'inflation passés le montrent, que le prix de l'énergie a un impact immédiat, direct, transmis à la valeur de tous les biens qu'on produit et qu'on utilise. Donc ça veut dire que l'impact, on va dire, financier de la transition énergétique est bien supérieur au chiffre que vous venez de donner. Oui, d'une certaine manière. Et il y a même dans ce c'est effrayant, hein. Dans ce processus de destruction créatrice, je crois que c'est Schumpeter de mémoire, de création, destruction créatrice. Donc il y a le phénomène des emplois, etc. Mais il y a un phénomène qui est encore plus pervers que ça, c'est que on le sait aujourd'hui, et Transition Énergie en parle souvent dans ses articles, vraiment un peu à l'avant-poste de ces questionnements et de l'observation de ces phénomènes. On sait aujourd'hui que, en plus de ce phénomène de destruction créatrice, il y a une partie des infrastructures de transition énergétique
qui aura une durée de vie raccourcie par son obsolescence et son incapacité à avoir l'efficacité que nous promettent les technologies d'économie d'énergie d'après-demain. C'est-à-dire que les évolutions technologiques sont rapides et un certain nombre de technologies sur lesquelles on investit aujourd'hui seront dépassées rapidement. Bien sûr, les choses qui nous permettent d'économiser de l'énergie aujourd'hui, on prévoit qu'elles ne seront plus rentables en efficacité énergétique quand on aura des nouvelles solutions encore plus efficace peut-être dans 20-30 ans, et donc il va y avoir un renouvellement du capital accéléré. Donc effectivement, tout ça, ça a des effets inflationnistes, pareil, qui ont été voilà, qui font partie des enjeux qui sont mesurés. Donc effectivement, une augmentation des prix de l'énergie. Alors ça, c'est d'autant plus sévère, entre guillemets, qu'on sait que par ailleurs, dans le cadre de la transition énergétique, eh bien, oui, il y a quand même beaucoup de pression légitime concernant l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est de réduire les énergies fossiles, donc réduire le financement des énergies fossiles. Le problème, c'est que la transition énergétique est très dépendante des énergies fossiles. Une personne que j'ai interviewée pour un des articles de Transition Énergie m'expliquait il n'y a pas très longtemps que, bah, évidemment, pour les batteries, pour toute la transition, il faut du cuivre. Or, les coûts de production du cuivre, c'est 60% de l'énergie fossile, principalement. Donc, plus on produit de cuivre pour décarboner, plus il faut d'énergie fossile carbonée. C'est-à-dire qu'une des façons peut-être de limiter, on va dire, les besoins de financement supplémentaires, c'est de considérer qu'une partie de ce qui était aujourd'hui les investissements, jusqu'à aujourd'hui les investissements dans les énergies fossiles, vont cesser et vont être transférés on va dire vers les sources d'énergie décarbonées. Or, ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est pas évident et c'est difficilement faisable. D'abord parce qu'aujourd'hui, on consomme encore beaucoup d'énergie fossile et qu'on ne peut pas s'en passer du jour au lendemain. 80% environ de l'énergie primaire dans le monde encore aujourd'hui, c'est fossile. Donc, il faut quand même continuer à faire tourner un petit peu la machine pour fabriquer des éoliennes. Et puis par ailleurs, fabriquer des éoliennes, fabriquer les batteries, fabriquer les panneaux solaires, creuser les forages géothermiques. Il faut bien, voilà. Pour l'instant. On a besoin d'énergie fossile, ou tout simplement l'huile qui fait tourner les rouages des éoliennes, eh bien c'est de l'huile fossile, c'est de l'huile qui vient du pétrole. Donc l'espoir de utiliser une partie des investissements qu'on ne fera plus dans le fossile sont pas aussi importants que ça. Et d'une part, parce que les investissements, ils ont déjà baissé. Alors ça, c'est dans un autre article que j'avais fait pour Transition Énergie, qui était très intéressant, parce que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup de débats publics et de prise de position, beaucoup d'enthousiasme même de tous les camps, entre guillemets. Faut-il financer ou non les énergies fossiles? Il n'y a qu'à voir une assemblée générale de Total ou les réactions à la publication de ces profits. C'est un débat qui anime beaucoup. Or, dans ce débat sur lequel j'avais écrit il n'y a pas très longtemps, j'avais découvert que le financement de l'exploration pétrolière pour renouveler les réserves de pétrole s'est complètement écroulé. En 2014, pour chaque baril de pétrole vendu, m'expliquait-on, les compagnies pétrolières, en plus le pétrole était à plus de $100 le baril, donc ça allait bien pour eux. À l'époque, ils investissaient quand même suffisamment dans la recherche pétrolière pour que leur vente, pour renouveler les réserves. Absolument. Donc quand ils produisaient 90%. Quand ils produisaient un baril, voilà. Ils renouvelaient à 90%. Voilà. Mais avec le repli du pétrole qui avait quand même beaucoup baissé l'année suivante, 2015-2016, début 2016, il était tombé à $30 le baril. C'est remonté évidemment avec la guerre en Ukraine, etc. Mais ça a été un petit peu sévère. Il y avait une grosse crise quasi financière d'ailleurs. Les banques étaient très exposées au financement des compagnies pétrolières et au secteur parapétrolier. Il y a beaucoup de sociétés parapétrolières qui ont quasiment fait faillite à cette époque-là, les Vallourec, les Géophysiques et compagnie, avant de se repositionner d'ailleurs, elles aussi, sur la transition énergétique, puisqu'il y a beaucoup de ces sociétés qui se sont aperçues que si elles avaient fait des forages en eau profonde, elles savaient aussi
étudier la plantation d'éoliennes ou ce genre de choses. Mais toujours est-il que les renouvellements de consommation, les renouvellements de réserves sont passés de 90% en 2014 à 10% en 10 ans, en gros. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on consomme un baril, on renouvelle les réserves à seulement 10% et on estime que les réserves des majors, Exxon, Total, Shell et compagnie, ont baissé d'environ 12 ans de consommation en 2014 à 6 ans aujourd'hui. Donc déjà, les réserves ont été divisées. Donc ça veut dire que mécaniquement, on ne peut avoir qu'une hausse. Ça dépend d'un certain nombre d'autres conditions, la croissance économique, les questions mais ça ne peut pousser qu'à la hausse les prix du pétrole et du gaz qui sont en général liés. Et donc dans ce contexte-là, le problème est de ne pas détruire l'ancienne économie avant d'avoir construit la nouvelle, de pas aller trop vite, sinon on se met dans une situation, on est un peu dans un cul-de-sac. Une situation impossible. Je voudrais insister sur un point aussi que vous venez juste de signaler, qui est aussi on va dire l'investissement activiste, je ne sais pas si c'est le bon mot, ou l'investissement avec des considérations éthiques et morales, donc l'investissement responsable, l'investissement vert, et le poids parmi les actionnariats des groupes, et également le poids vis-à-vis des investisseurs institutionnels et du monde de la finance, donc de ces investisseurs militants, qui notamment poussent pour qu'on réduise les investissements, d'ailleurs ça a l'air de fonctionner, pour qu'on réduise les investissements vers les énergies fossiles. C'est un poids grandissant. Est-ce que vous le voyez et quel est votre sentiment sur son influence et sur aussi le fait que ces investisseurs, même si on ne peut pas mettre en doute le fait qu'ils ont de bonnes intentions, mesurent bien les conséquences de ce qu'ils font? Alors, ça, c'est un point très intéressant et je vais y revenir. Mais avant, peut-être un petit détour par le sujet qu'on avait commencé à aborder tout à l'heure sur l'enjeu de ces investissements longs pour la transition énergétique. Un des problèmes de ces choix de société, on va dire quand même, d'orientation de l'ensemble des investissements dans tous les pays, en gros avec les accords de Paris, puisque tout ça quand même a une base légale au départ, entre guillemets, c'est les accords de Paris de décembre 2015. Article 1, les pays signataires s'engagent à orienter les flux d'investissement publics et privés pour contribuer à lutter contre le réchauffement climatique. Donc, tout ce qui a été fait depuis les accords de Paris a quand même une base, entre guillemets, légale, puisque à partir de, je crois, 2016, quand l'accord de Paris a été ratifié par plus de 50% des pays, il a eu cette base légale, même si on sait qu'elle n'a aucune valeur coercitive, c'est quand même le sous-jacent. Bon, donc un choix de société, on va investir dans la transition énergétique avec cet objectif de réduire les émissions et d'être neutralité carbone 2050. Et on va contraindre légalement le monde de la finance à le faire. Pas légalement? Oui, bon alors le monde de la finance, c'est des engagements, il n'y a pas de contraintes légales. On va voir par la suite. Alors des contraintes de l'opinion, des contraintes médiatiques, politiques. Il y a un encadrement qui se met en place autour, et notamment à travers la comptabilité extra-financière, qui s'améliore, mais la comptabilité extra-financière, quand on voit le temps qu'il a fallu à la comptabilité financière pour trouver des standards internationaux communs, c'est plus de 100 ans. Donc, la comptabilité extra-financière... Alors, pour expliquer aux éditeurs, la comptabilité extra-financière, oui, c'est, on va dire, le calcul de l'empreinte carbone des investissements, si on veut... Pour simplifier, voilà, mais en fait, c'est tout ça, c'est dans la suite de la crise de 2008 et d'une initiative française, d'ailleurs, qui a été parmi les premiers à avoir... des états d'âme sur ces questions, de se dire la croissance à tout prix et pour aboutir à ça, est-ce que ça vaut le coup? Il est important d'avoir des mesures du bien-être au-delà du PIB. Ça a été 2008 le rapport Stiglitz, Fitoussi-San, les autres co-auteurs.
commandé par Monsieur Sarkozy à l'époque, le président. Et par la suite, ça a été dans la foulée les objectifs de développement durable de l'ONU, les 17 objectifs de développement durable, donc qui sont pas seulement environnementaux, puisque c'est l'ESG en général, donc les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. On a considéré, donc depuis cette époque, depuis les années 2010, en gros, que il fallait pas se limiter aux financiers, ça servait à rien. Si on comptait des choses qui nous détruisaient, c'était pas forcément de la croissance bénéfique pour les citoyens, qu'il fallait une croissance qui soit qui promeuve un développement durable. Donc, ok, ça c'est la base. Sur cette base, là où je veux en venir, avant de développer sur la finance ISR, donc l'investissement socialement responsable, ESG, environnement social et gouvernance, et tous les labels et tous les enjeux, on va en parler. Mais avant de venir là-dessus, sur l'enjeu de l'orientation des investissements, ce qu'il faut bien voir, c'est que compte tenu des masses en jeu, le secteur privé est incapable. Parce que le secteur privé et des intérêts individuels. Et depuis la crise des années 30, on sait très bien que la somme des intérêts individuels n'est pas forcément équivalente à l'intérêt collectif. Donc, il y a besoin de politique publique. Pourquoi il y a besoin de politique publique? Pas pour dire au secteur privé ce qu'il doit faire, mais vous savez très bien que le secteur privé, il est assoiffé de subventions. Il a besoin qu'on l'aide. Il n'arrête pas de demander des aides. Les plus ultra-libéraux sont toujours au guichet des ministères des Finances pour demander des exonérations, des aides, des subventions. Si je peux me permettre juste de vous interrompre 2 secondes, on peut même ajouter à ce que vous venez de dire le fait que pour les infrastructures donc de longue durée, dont on parlait de plusieurs décennies, le secteur privé n'est pas outillé Absolument. pour avoir des retours sur investissement sur 20 Absolument. ans, 30 ans. Et si la France ça n'a pas de sens. Et c'est vrai des infrastructures énergétiques comme des infrastructures de transport, etc. L'indépendance énergétique de la France qui s'est construite dans la seconde moitié du XXe siècle, c'est des choix politiques, de la planification, des choses qui paraissent totalement néo-socialistes aujourd'hui, mais à l'époque, le monde fonctionnait comme ça, et il fonctionnait plutôt pas trop mal. Et donc, c'était effectivement de la planification, des plans d'investissement, des entreprises d'État, avec tous les défauts qu'on peut exposer, mais enfin, cela dit... qui se sont aggravés depuis. La privatisation n'a pas prouvé qu'elle faisait mieux pour l'énergéticien français que quand il était public. Puisque d'ailleurs... Oui, alors EDF, c'est une autre question. On va dire que ce sont plutôt les exigences, on va pas rentrer c'est pas le débat aujourd'hui, mais les exigences contradictoires de l'État ne sont pas pour rien de l'État lamentable dans lequel s'est retrouvé EDF. Et c'est vrai, mais c'est pas vrai que pour EDF, et c'est ça le problème. C'est que justement, dans cet enjeu de financement à long terme de la transition énergétique, et des masses qui sont nécessaires, de la visibilité dont on a besoin sur, ok, mais alors qu'est-ce qu'on préfère finalement, les voitures électriques, l'hydrogène vert, le nucléaire. Le problème, c'est que l'État lui-même, les gouvernements sont hésitants parce que c'est un chemin difficile dans lequel il y a des coups à prendre. Il y a des coups à prendre d'un côté des lobbies industriels qui les financent, de l'autre côté des citoyens. Parfois les deux, quand leurs intérêts se rejoignent, au moins en termes de communication ou de campagne, hein, comme on l'a vu contre les taxes carbone, avec tous les épisodes qu'on a eus, que ce soit les Gilets jaunes 2018 qui ont fait renoncer le gouvernement aux taxes à l'époque, ou les plus récentes sur les agriculteurs. Sur les agriculteurs. Sans parler de l'écotaxe un peu auparavant. Tout à fait. Donc, et on parle que de la France. Et voilà. Donc il y a cette contradiction, on va dire, des pouvoirs publics qui, d'un côté, poussent à la transition énergétique, et puis de l'autre côté, finalement, sous la pression des citoyens, distribuent des subventions. Et ça, c'est... je crois avoir remis ça dans un article justement pour Transition et Énergie sur le financement des énergies fossiles. Mais c'est monsieur
Patrick Pouyanné, lors de la dernière... Donc c'est le patron de Total Energy. Voilà, le patron de Total Energy, lors de la dernière Assemblée Générale, donc l'Assemblée Générale 2023, où on lui reprochait déjà des profits incroyables, et qui disait, mais moi, je sais pas quoi faire. Alors, il avait beau jeu de pointer ses contradictions, parce qu'il disait, mais vous voulez que j'arrête de faire du pétrole, mais si j'arrête de faire du pétrole, il va monter. Or, les gouvernements européens ont déjà subventionné les énergies fossiles à hauteur de 500 milliards d'euros l'an dernier. Donc, c'était 2022, en l'occurrence. Donc 2022, une année particulière, il faut replacer le contexte, bien sûr, avec une envolée des prix du gaz, une envolée des prix de l'électricité, et un certain nombre de gouvernements qui ont été un peu plus loin en permettant, on va dire, aux citoyens de payer un peu moins cher l'énergie qu'ils auraient dû la payer. Oui, voilà, mais bon, et aux industriels aussi, mais finalement, ça a continué en 2023 avec le bouclier tarifaire, et c'est encore le cas maintenant quand on renonce à taxer ou à dissuader d'utiliser certains carburants polluants parce que il y a une pression des citoyens qui veulent pas en supporter le coup. Et au bout du compte, c'est aussi une de nos contradictions de tous les citoyens. C'est-à-dire que chaque citoyen, individuellement, sait bien que il n'a pas de prise sur la transition énergétique. Alors bon, à titre de bonne conscience, on peut évidemment économiser notre énergie, elle est précieuse, économiser l'eau, tout ce qu'on veut. Mais on sait très bien qu'à l'échelle de la planète, même toutes les destructions auxquelles on assiste malheureusement avec les guerres actuelles sont petite surpollution par rapport à ce qui est déjà consommé, par rapport à ce qui est déjà pollué. Donc il y a un petit peu, à travers l'action des gouvernements, un reflet des citoyens, des ambitions contradictoires des citoyens eux-mêmes. C'est-à-dire qui veulent un monde plus sain. C'est l'ambition de la transition. C'est-à-dire que la transition, ça veut dire, c'est ce qu'on se disait depuis le début, ça veut dire d'une manière ou d'une autre d'accepter ou pas un appauvrissement. Absolument. Et on va dire autant dans certaines circonstances particulières, vous parliez des guerres, mais même pas, ou lors d'une pandémie, des choses comme ça, la capacité des citoyens à accepter un appauvrissement pendant 1 an, 2 ans existe si les circonstances. Mais pendant 30 ans, ça paraît une vue de l'esprit. Bien sûr, on l'a vu effectivement. Et d'ailleurs, on va dire le retour de bâton social et politique, il est évident un peu partout déjà en Europe et un peu partout dans le monde occidental, un peu partout dans les démocraties. Oui. Dans les pays qui sont moins démocratiques, d'ailleurs, les ambitions en matière de transition ne sont pas les mêmes. C'est une évidence, je pense qu'on peut le dire. Et par ailleurs, on voit bien que dans tous les pays démocratiques, les gouvernants prennent peur. Absolument. Et puis, il y a effectivement une concurrence entre les pays. Donc, ça veut dire que ça rend encore plus compliqué le financement de la transition parce que, par nature, elle signifie un appauvrissement. Voilà. Et c'est là qu'on revient sur la question de l'orientation des flux financiers publics et privés. D'une part, on l'a vu avec les subventions, c'est que d'un côté, on subventionne beaucoup la transition énergétique, mais en parallèle, on est quand même obligé, entre guillemets obligé, mais bon, sous la pression des citoyens, de subventionner aussi les énergies fossiles parce que sinon ils sont pas contents. Donc ils veulent à la fois moins de fossiles et du fossile moins cher, ce qui est quand même assez contradictoire puisqu'on a vu que le moins de fossiles en faisait plutôt monter les prix et que en même temps c'est toute la logique. C'est vraiment la logique de l'offre et de la demande. Si quelque chose est plus cher, a priori, on en consomme moins. Et ce qui a été quand même le cas en 2022 et encore en 2023. En 2022, absolument fin 2022. Sur le gaz et sur l'électricité. Fin 2022, il y avait une étude assez intéressante de l'INSEE, où je ne sais plus si c'était de l'ADEME ou enfin en tout cas de la statistique publique, et qui avait montré que en 2022, la consommation d'électricité avait baissé à l'automne 22, je crois, de 20%, et c'était pour moitié dû à la hausse des prix. Ils avaient calculé donc l'impact. Voilà, entre la pénurie de carburant et la flambée de leurs prix, les Français ont réduit leur consommation d'énergie de 20% à l'automne 2022, pour moitié grâce à la météo clémente, parce qu'effectivement, le réchauffement climatique, ça a aussi de bien, entre guillemets, qu'on a moins besoin de se chauffer, au moins l'hiver, et pour moitié grâce aux efforts de sobriété. Donc, la hausse des prix pousse à des mécanismes d'économie.
Si on veut pas de hausse des prix, à contrario, on a moins tendance à faire des économies sur ce qui coûte moins cher. Donc ça, c'est la première contradiction. Et cette contradiction, on finit par la retrouver, puisqu'on en parlait, dans l'orientation des flux financiers privés, donc du fameux ISR. Et alors, donc, on en revient à la question sur, on va dire, les militants, ou en tout cas les actionnaires engagés dans la volonté de modifier les flux financiers, oui, et de modifier les types d'investissements réalisés à la fois par les groupes financiers, mais également par les entreprises impliquées notamment dans l'énergie. Est-ce que l'impact est important? Est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il est grandissant? Est-ce qu'il vous inquiète, ou est-ce que vous considérez que les choses se font plutôt dans le bon sens? Alors, il y a deux séries de questions. La première, c'est qu'est-ce qui se met en marche? On en parlait tout à l'heure. Qui s'est mis en marche depuis un certain nombre d'années. Qu'est-ce qui s'est mis en marche depuis un certain nombre d'années pour aller dans le sens des objectifs de développement durable? Alors, quand on regarde les 17 objectifs de développement durable, c'est très compliqué de satisfaire ces 17 objectifs parce qu'il y a un certain nombre d'objectifs qui sont en contradiction les uns avec les autres. Ça, déjà, c'est un peu compliqué. Si on veut que tout le monde ait accès à l'électricité, par exemple, c'est peut-être un petit peu en contradiction avec le fait de produire moins d'énergie polluante, puisqu'on sait que compte tenu des capacités aujourd'hui, l'énergie qu'on produit est quand même statistiquement polluante en moyenne. Même l'énergie verte, on a vu du cuivre, du pétrole pour produire les infrastructures. Donc il y a déjà cette première problématique. Ensuite, admettons qu'on soit d'accord, donc on ne va pas essayer de régler tous les ODD en même temps, il y en a qui sont contradictoires, mais au minimum, si on est d'accord sur le socle environnemental, c'est la base. Le social et le gouvernance, même s'il est assez important, y compris pour aider l'environnemental, ou en accompagnement, pour qu'il soit acceptable, est passé en secondaire. Ce qui est vraiment venu en premier, ça a été l'environnemental, donc l'extra-financier. L'extra-financier, c'est pas si simple. Ça a commencé, alors oui, ça s'est mis en place, il y a des grands mouvements, on va dire l'ISR, moi j'ai noté ça, les principes de l'investissement responsable des Nations Unies, UN Principles for Responsible Investment, UNPRI, date de 2005. Donc ça fait quand même bien avant déjà, c'était Kofi Annan à l'époque, bien avant 10 ans avant les accords de Paris, et en 2019, donc un peu après les accords de Paris, on a vu la naissance d'une Net Zero Asset Owner Alliance, donc les investisseurs institutionnels qui sont pour le net zéro. Tout ça s'est développé avec un certain nombre de politiques d'exclusion. Par exemple, j'avais noté en 2014, Philippe Zawati, qui était le patron de Mirova, la société de gestion de finances responsables dans le groupe BPCE, avait été un des premiers à dire « Nous n'investirons jamais dans les compagnies pétrolières ». Et il le répétait en 2023, il faut arrêter toute nouvelle exploration d'énergie. Alors, juste une question. Ces règles-là s'appliquent à qui? C'est pas des règles. Oui. Non, mais ces règles-là, donc d'abord, elles s'appliquent à ceux qui veulent les appliquer, ça c'est une première chose. Et en fait, elles sont appliquées uniquement dans la finance occidentale. Est-ce que les investisseurs institutionnels du reste du monde? Non. Je ne crois pas. Il faut déjà commencer par ça. On peut commencer par ça, puisque pour l'instant, les gros investisseurs institutionnels, même s'il y en a effectivement dans certains pays émergents, c'est surtout occidental, nord-américain, européen. Alors, on a des investisseurs importants au Moyen-Orient. Bien sûr. On a des investisseurs importants en Chine, etc. Oui, mais on pense bien qu'ils ont besoin de leurs énergies fossiles. Mais bon, voilà, il y avait un certain nombre d'investisseurs qui se sont mis d'accord sur... et puis ensuite, il y a eu... Alors là, ce qui est plus contraignant, ou en tout cas, si on s'y engage, il y a eu les labels. Il y a un certain nombre de labels qui ont dit, OK, si on veut s'engager pour la transition énergétique, par exemple, c'était le premier label qui a été créé par le ministère de la Transition énergétique en France en 2015, le label TEEC. Est-ce que ces labels sont recherchés? Est-ce que ces labels ont un impact auprès des, on va dire, des gens qui investissent auprès de ces investisseurs institutionnels ou qui leur apportent leur argent?
Parce que c'est le but du jeu. Ça fait partie. Je veux dire, avoir ce label, on va dire, c'est censé être un produit marketing. Absolument. Sinon, ça n'existerait pas. Ça fait partie quand même des préoccupations des épargnants. Dans d'autres articles que j'ai faits pour d'autres revues financières, on voit que en expression spontanée, on va dire, les 2/3 des épargnants, quasiment, disent vouloir intégrer une dimension responsable et environnementale dans le choix de leurs investissements. Ensuite, comment faire? On leur dit, on leur donne souvent une liste de placements. On leur dit, voilà, celui-là, il a le label investissement responsable et le label ISR, c'est super. Sauf que le label ISR, et il y a eu une dispute derrière qui a duré plusieurs années, justement par rapport au label Greenfin, le fameux label de 2015 qui a été rebaptisé Greenfin en 2019. Le label Greenfin est un label effectivement assez écolo, il exclut toutes les sociétés qui font plus de 5% de leur chiffre d'affaires avec des énergies fossiles ou nucléaires, de même que d'autres labels européens, Towards Sustainability en Belgique, FNG en Allemagne, l'écolabel européen. Alors, est-ce que trop de labels tue les labels? Oui, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, c'était un des arguments de Philippe Zawati dès le début, qui disait, je comprends pas qu'on ait ce label ISR qui soit tout et n'importe quoi, parce que le label ISR, c'était la méthode les meilleurs de la classe, best in class, comme on dit. Donc, en gros, on pouvait avoir tout ce qu'on voulait dans son portefeuille, à condition de dire, ah bah oui, mais c'est pas le pire élève. Il fait partie des 20% les meilleurs, les moins polluants, donc on le prend. Bon. Et d'ailleurs, 20% des fonds ISR ont des actions Total. On peut discuter, Total, bon, pas bon, bon, voilà. Et c'est un des sujets d'ailleurs très importants aussi, c'est effectivement, et que nous, on a, puisque je suis par ailleurs dans d'autres activités, donc je suis journaliste, et j'ai d'autres activités citoyennes, notamment syndicales. Je suis représentant de la CFTC au régime de retraite complémentaire Agir Carco, où on gère un petit peu de réserves, hein, pas des réserves de capitalisation, mais un petit peu 80 milliards d'euros, c'est ça? 80 milliards d'euros. Alors oui, c'est une grosse somme comme ça, mais en même temps, c'est... si j'ai bien compris, d'ailleurs, à un moment donné, le gouvernement a lorgné sur cette réserve. Quelques ambitions, et heureusement, on les a défendues, parce qu'on a un devoir fiduciaire. Le régime Agir Carco est un régime paritaire, qui est de l'argent privé, qui est sur les cotisations des salariés et de leurs employeurs, et qui sont co-gérés par les salariés et les employeurs. On a évidemment une forme de prérogative de puissance publique dans le caractère obligatoire du régime, qui nous est accordé par l'État, qui est étendu, on va dire, par l'extension des accords. Mais en gros, c'est quand même de l'argent privé, c'est pas de l'argent public. Donc on ne pouvait pas accepter que l'État demande aux salariés de financer les réformes de retraite pour améliorer la retraite des non-salariés. Pour en revenir à la façon dont cet argent est géré, voilà. Est-ce que vous utilisez les labels? Alors, on n'utilise pas forcément les labels, mais nous avons cette réflexion. Et nous avons cette réflexion, pourquoi? Comme beaucoup d'autres investisseurs institutionnels, et comme il y a ce débat au sein des investisseurs institutionnels, au sein des investisseurs tout court, et qu'il y a eu ce débat au sein du comité du label ISR pour savoir comment il fallait le réformer ou pas, la question, c'est de savoir, OK, si on veut être des investisseurs propres, il ne faut pas investir dans les sociétés qui polluent. Donc, on peut exclure tous ceux qui polluent, et puis on n'investit plus que dans les, je sais pas, dans les sociétés de logiciels ou dans les sociétés de services de prestations intellectuelles. Attendez, et par définition, si pour vous la pollution, c'est les émissions de gaz à effet de serre, et voilà. Les sociétés de logiciels font fonctionner du matériel informatique, c'est un peu bien sûr. Font fonctionner des réseaux, bien sûr. Les écrans ne polluent pas moins que des centres de serveurs, bien sûr, qui consomment énormément d'énergie. Bien sûr, mais globalement, même si c'est un peu caricatural, on peut dire que une façon un peu hypocrite de gérer l'orientation des flux financiers en faveur de la transition énergétique, il y a deux façons. Il y a la façon hypocrite et la façon réaliste. La façon hypocrite, disent les défenseurs de l'activisme, justement, la façon hypocrite, c'est de dire ça pollue, on n'investit pas. Mais à ce moment-là, il y a l'autre versant, et qui est le cas à l'Agir Carco, qui est de dire d'accord, mais nous, on gère quand même l'argent des salariés dans des entreprises dont on a envie de promouvoir la durabilité à long terme.
dans tous les secteurs industriels qui sont la fierté de la France, etc., etc. Et donc, les salariés de ces entreprises, ben, on n'a pas envie qu'ils soient au chômage. On a juste envie que ces entreprises fassent des efforts pour s'améliorer. Et si on veut que les entreprises fassent des efforts pour s'améliorer, eh ben, d'une certaine manière, il n'y a rien de tel que d'être actionnaire et d'aller voter, d'aller discuter, d'envoyer des courriers. Et c'est ce que font d'ailleurs les actionnaires activistes, puisque si on prend le cas de Total, il y a évidemment à chaque assemblée de Total, il y a un folklore écologique anti-pétrole, voire anticapitaliste, bon, qui est très sympathique et tout à fait légitime par ailleurs avec ses aspirations citoyennes. Mais il y a aussi des gens qui gèrent vraiment de l'argent et qui vont et qui disent... il y a eu donc cette résolution qui avait bien avancé. Cette résolution, il y a eu 30% de vote. Il faut que je retrouve le moment où je racontais ça. Mais c'était une résolution quoi qui plus de 30% de vote. Alors voilà, à l'Assemblée de Total Énergie, donc 17 investisseurs gérant collectivement 1100 milliards d'euros, donc c'est pas rien, hein, qui vont à l'Assemblée de Total parce qu'ils sont actionnaires de Total et qui déposent une résolution invitant Total Énergie à aligner sur les accords de Paris d'ici 2030 ses objectifs d'émissions de gaz à effet de serre de Scope 3. Alors, Scope 3, là on rentre dans le périmètre, ça c'est les mesures de l'empreinte carbone. C'est un autre casse-tête pour s'arracher les cheveux si on en a encore. Le périmètre 3, en français, c'est les émissions de CO2 liées à l'utilisation par ses clients des produits énergétiques vendus. Donc, en gros, ces 17 actionnaires, fonds d'investissement qui gèrent 1100 milliards d'euros... D'ici 2030, il ne faut plus que vous vendiez de pétrole et de gaz. Et ben voilà, ils disent, en gros, ils demandent à Total, est-ce que vous ne pourriez pas conseiller à vos clients de vous acheter moins de vos produits? Non, de ne plus vous les acheter, si oui, 2030. Mais voilà. Alors, il y a deux aspects. Et alors, dans ces gens-là, il y a des financiers, il y a Rothschild, Edmond Rothschild, il y a Tocqueville Finance, qui est quand même la banque postale, un gros pilier de la banque postale qui a 10 milliards d'euros, la financière de l'échiquier qui est aussi rejoint la banque postale, Sycomore Asset Management, Mandarin Gestion, Ophi Invest, Massif, AMA, qui est un gros gérant qui s'est constitué dans le monde mutualiste, le hollandais PGGM Investment, qui est un des plus gros fonds de pension européens, puisque vous savez que les Hollandais ont la retraite par capitalisation, le belge Petercam de Groef. Et donc, cette résolution, quand même, pour faire cette résolution, il faut être actionnaire, il faut à l'AG, il faut aller à l'AG, il faut écrire à monsieur Pouyanné, il faut y aller. Et donc, cette résolution, eh ben, elle a quand même 30% de vote à l'AG de 2023, ce qui est le double de l'AG 2022 où elle avait eu 16%. Alors, si je peux me permettre, ça m'inquiète beaucoup ce que vous dites, parce que ça veut dire que 30% des actionnaires de Total, et qui sont des grands noms que vous venez d'indiquer, ont, à mon sens, une attitude assez peu responsable, pour deux raisons. D'abord, en tant qu'actionnaire d'une société, vouloir couler la principale activité de cette société, est-ce que c'est dans l'intérêt vraiment des actionnaires? Ça, c'est une première chose. Et là, il y a la contradiction entre ce qu'on pourrait appeler l'intérêt citoyen, l'intérêt écologique, etc., et puis l'intérêt des gens qui gèrent de l'argent. Et si j'ai bien compris, leur problème, c'est de gérer de l'argent. L'autre problème qui me semble encore plus important, c'est qu'ils ne voient pas, comme on peut dire en français, le tableau général ou la big picture, comme on dirait en anglais. C'est-à-dire que considérer que d'ici 2030, on n'aura plus besoin de pétrole. On n'aura plus besoin d'énergie fossile, c'est totalement idiot. Je vais même aller plus loin. Toutes les projections, même les plus optimistes, d'organismes du type de l'Agence internationale de l'énergie, etc., montrent que si tout se passe bien, on va dire, on aura encore au moins 60% à 65%, et on y arrivera très vraisemblablement pas. On consommera encore 60 à 65% de notre énergie sous forme d'énergie fossile d'ici 2030. Donc, en fait, tout ça semble pas très sérieux, si je peux me permettre. Alors, oui, c'est un débat. Moi, j'avoue que j'ai pas vraiment d'opinion sur le fait de savoir s'il faut ou s'il faut pas. Ensuite,
Bon, déjà, on peut relativiser, même si c'est pas vraiment le cœur de la question, mais les 30% de vote en AG, ça fait pas 30% du capital, hein. Faut se rassurer. Non, mais Le suffrage est pas les noms que vous avez donnés, c'est des noms de voilà, grands en tout cas, investisseurs. ce sont des grands investisseurs, et ce sont des investisseurs qui respectent, eux, ce qu'on leur demande de respecter, c'est-à-dire l'article 1 de l'accord de Paris. On leur demande d'orienter les flux d'investissement. Alors dans ces cas-là, il ne faut plus qu'ils soient actionnaires de Total Énergie parce qu'ils vont à l'encontre des intérêts de Total Énergie. Alors c'est tout le débat. Alors est-ce que ça c'est une vraie question. Ça c'est une vraie question. Est-ce que le fait d'inciter par un activisme comme ils le font Total Énergie à être plus moteur, plus proactif dans l'anticipation de la transition énergétique et son adaptation, c'est pas forcément un mauvais calcul pour Total à long terme. Parce que par rapport à d'autres pétroliers qui sont 100% pétrole dépendants ou quasi, Total a quand même s'est déjà quand même bâti une réputation sur le marché international des majors pétrolières d'être une des plus avancées, avec je sais plus combien, 10 gigawatts d'énergie renouvelable, de capacité d'énergie renouvelable, et qui n'arrêtent pas d'en continuer. Ils font des super projets pour que les îles Galapagos puissent avoir leur électricité sans faire venir justement du pétrole par bateau, mais avec du solaire, de l'hydrogène, et en Patagonie et je sais pas où. Et on voit maintenant leurs projets dans l'électricité, y compris nucléaire. Voilà, y compris nucléaire. Donc est-ce qu'ils auraient fait ça sans la pression des actionnaires? On ne sait pas. Non, mais vous avez raison et vous avez tort. C'est-à-dire que vous avez raison sur le fait que les compagnies pétrolières, à commencer par Total Énergie, qui nous concerne au premier chef, doivent se diversifier. En revanche, leur demander, en gros, d'arrêter le pétrole et le gaz d'ici 2030, ça n'a pas de sens. Donc, non, mais ils ne le feront pas, de toute façon. Donc, Non, d'accord, mais c'est ça la résolution que vous m'avez indiquée. Mais ça, c'est l'hypocrisie de la communication politique, elle est à tous les niveaux. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'activisme peut avoir un impact que vous jugez favorable ou utile. C'est aussi beaucoup de cinéma. Ah bah de toute façon, la société du spectacle, Guy Debord, ça fait quand même effectivement pas mal de temps que le monde est géré par les images et par les messages, et malheureusement pas toujours pour le meilleur. Alors, on a fait un petit tour d'horizon, il faudra qu'on y revienne parce que c'est un sujet à la fois éminemment important et éminemment complexe. On le mesure bien. Là, il y a aussi une autre question qui est très importante, c'est le financement des innovations technologiques. Parce qu'on sait bien que la transition ne peut pas se faire sans les innovations, qu'il y a un certain nombre de technologies qui sont embryonnaires. Et le problème, c'est comment on finance ces innovations technologiques dont, on va dire, la rentabilité et le succès est relativement incertain. Et autant aux États-Unis, on va dire, il y a un système qui existe depuis de nombreuses années et qui permet, via des investisseurs privés justement cette fois-ci, de financer des idées, de financer des startups relativement facilement. On a vu ça avec les succès dans le numérique aux États-Unis depuis 30 ans. Autant en Europe, on a un vrai problème avec le financement de l'innovation. D'abord, est-ce que vous pensez que les choses sont en train de s'améliorer? Et il est absolument indispensable de financer, on va dire, une partie du nucléaire via des startups. Donc, on parle de la fusion, on parle des petits réacteurs SMR, voire autre chose. Il est absolument indispensable de financer tout ce qui est, par exemple, capture du carbone. Il est indispensable aussi de financer par ces moyens-là tout ce qui est carburant synthétique, etc. Et si on ne le fait pas en Europe, et on le fait déjà moins que les États-Unis, que la Chine et autres, ça veut dire aussi que on aura beaucoup plus de mal à mener la transition énergétique, et ça veut dire aussi qu'on aura encore des problèmes de souveraineté. Donc, est-ce que vous pensez qu'on se donne les moyens de financer ça, et qu'on a bien mesuré le fait que le financement de l'innovation est une des clés aussi de la réussite de la transition? Oui, alors bon, sur le financement de l'innovation, c'est vrai que les États-Unis ont un système de financement qui fonctionne pas mal, mais
il faut pas se leurrer, hein, quand on dit qu'aux États-Unis, c'est parce qu'ils sont super privés, super efficaces, qu'ils ont cette innovation. Quand même, de très nombreuses innovations aux États-Unis sont dépendantes des budgets militaires, de la DARPA, de commandes publiques. Ça y va. Donc, en Europe, je pense que il y a qu'à voir la façon dont justement un certain nombre d'anglo-saxons implantent leur centre de recherche-développement en France. On est quand même connu pour être extrêmement généreux en subventions, le crédit impôt recherche, crédit d'impôt recherche, fameux crédit impôt recherche, absolument, qui est pas toujours recherche d'ailleurs, qui est parfois du crédit d'impôt profit, mais bon. Mais sur ce point, j'ai noté un truc dans un rapport de France Stratégie qui était très intéressant justement autour de ces sujets. Et là, on en revient sur la lisibilité de l'action publique et de sa constance. Et là, on est assez embêté. Ou de ses incohérences. Voilà, et plutôt, effectivement, plus zigzag malheureusement que durable. Et on pourrait en reparler puisque la taxonomie des activités polluantes, pas polluantes, elle a changé tous les 2 ans entre 2020 et 2022 selon le sens du vent. Mais France Stratégie notait quand même que la part des brevets climat s'est nettement accrue dans les années 2000, donc à la suite d'un certain nombre de décisions et des UNPRI d'incitation. Elle a baissé après l'échec de la conférence de Copenhague fin 2009, où on n'avait pas réussi à se mettre d'accord sur quoi que ce soit, et a réaugmenté après l'accord de Paris en 2015. Donc, on voit quand même qu'il y a une réactivité de la recherche, notamment privée. Ce qui est brevet, c'est plutôt privé, a priori. C'est pas la recherche fondamentale. Donc, les dépôts de brevets climat, c'est-à-dire qui ont un impact pour lutter contre le changement climatique, répondent quand même à l'action publique. Et puis, il y a un appétit des investisseurs individuels. Oui. On le mesure, par exemple, avec ce qu'on peut considérer comme étant de temps en temps de la spéculation autour d'entreprises qui sont considérées comme des entreprises importantes en matière de technologie liée à la transition. Évidemment, l'exemple permanent, c'est celui de Tesla aux États-Unis, qui à un moment donné était l'action presque la plus évaluée ou surévaluée dans ce domaine-là. Bon, après, il y a eu des flux et des reflux. Et Tesla, c'est pas le pire. Et pourtant, je ne suis pas du tout un admirateur. Et il y a eu des exemples en France sur l'hydrogène, etc. On va pas en donner, mais il y a un appétit et un appétit spéculatif autour de ce qu'on pourrait appeler les valeurs de la transition énergétique. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup d'attentes, et puis c'est beau de se dire on va faire quelque chose. Il y a des sociétés qui nous promettent de faire des produits révolutionnaires qui vont sauver le monde et nous enrichir. Bah allons-y. Malheureusement. C'est beaucoup de promesses et pas toujours des réalisations dont la rentabilité économique est à la hauteur des attentes, ou en tout cas à la hauteur des standards de comparaison. Donc c'est vrai que si on prend l'histoire des marchés financiers, ça a toujours existé. Des promesses, des nouveaux médicaments, des nouvelles technologies, et puis ça change tous les 2 ans. Hein. Il y a 3 ans, la mode c'était le métavers, il est sous terre. Donc maintenant c'est l'intelligence artificielle, je sais pas où est-ce qu'elle va aller. Mais bon, il y a des modes comme ça. De toute façon, les nouvelles technologies ne se développent qu'avec ce type de mode. Il y a eu la bulle numérique, il y a une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine d'années. La bulle techno, on a financé, ça s'est écroulé, mais il en est quand même resté quelque chose. C'est-à-dire que ce qui s'est écroulé, c'est que effectivement, dans une phase c'est une phase obligée. Dans une phase d'innovation, tout le monde veut financer en même temps le gagnant de demain, et en fait il y a que le gagnant dont le financement aura été rentable. Les pas gagnants, ils auront perdu, et ça a été valable. C'est vrai depuis les chemins de fer. Bien sûr, c'est vrai depuis le chemin de fer, la bulle internet. Alors ensuite, la façon dont la concurrence s'organise, est-ce qu'elle est loyale, pas loyale, etc. Mais c'est vrai que malheureusement pour les investisseurs, justement, guidés par l'action publique et les anticipations de cette action publique et les anticipations des flux d'investissement, il y a beaucoup d'argent qui est arrivé en 2020-21, le sommet de la bulle, je pense que ça a été vers l'automne 21, dans tout le secteur des clean energy, des énergies propres, des énergies renouvelables, les sociétés, on l'a vu, hein, les sociétés,
regarder le secteur. On en parle de temps en temps de transition énergie. On le fait une fois par an sur le secteur de l'hydrogène, mais on pourrait regarder aussi le secteur des énergies renouvelables, donc Acciona, je ne sais plus lesquels, Ørsted, toutes les grandes sociétés de production d'énergie renouvelable, éolienne et solaire, qui sont pas nuls, qui vraiment, pour le coup, maintenant ont un poids économique réel. Je crois qu'en Espagne, c'est plus de 20% de la production d'électricité qui est de renouvelable, avec des gros groupes qui sont cotés en bourse. Bon, n'empêche qu'il y a eu quand même des attentes qui ont porté ces secteurs jusqu'à fin 2021 à des niveaux de valorisation qui ont été complètement remis en cause par la suite avec la crise de l'énergie, la hausse des taux d'intérêt, parce que les sociétés, par définition, c'est un autre phénomène, mais les sociétés en forte croissance dont la valorisation est basée sur l'attente de bénéfices futurs ont tendance, d'une part, elles sont financées à crédit, d'une certaine manière, et d'autre part, leur valorisation est beaucoup plus sensible au niveau des taux d'intérêt. Donc, quand les taux d'intérêt montent, elles sont beaucoup plus pénalisées. Donc, tout ce secteur s'est écroulé en 2022-2023. On voit aujourd'hui, oui, il y a des gros problèmes pour les fabricants d'éoliennes en Europe et encore plus, on va dire, pour ce qui reste de l'industrie solaire. Mais pour finir sur une note optimiste, finalement, on est dans une logique très classique d'innovation technologique. Donc, un énorme appétit, un appétit spéculatif. Et puis, finalement, pas beaucoup de gagnants sur l'ensemble on va dire, de ceux qui essayent d'innover le point de départ de marché. Mais ça se termine pour les gagnants par des valorisations considérables et par un succès également pour les actionnaires. Donc, en fait, l'innovation énergétique se comporte comme toutes les autres et c'est pas une mauvaise chose. On peut dire ça. On peut terminer comme ça. Bon, alors on va terminer sur cette note-là. Je vous remercie beaucoup, Gilles Pouzin. Merci Eric.